nous excuse pour le retard enregistré donc dans Regard croisé. Ce soir, on va évoquer rapidement Gambie, Nigeria et le Togo. Dominique Alizio, directeur de publication de chronique de la semaine. Justin Anani sont mes invités. Bonsoir, messieurs. Bonsoir Samuel. Les États-Unis ont interdit lundi d'entrer sur le territoire l'ancien président de Gambie, Yaya Jammeh, accusé de corruption au cours de ses 22 ans de dictature. Son épouse Zineb Yaya Jammeh et ses enfants Mariam Jammeh et Mohamed Yaya Jammeh sont également placés comme lui sur la liste noire américaine des dirigeants étrangers impliqués dans des faits de corruption ou dans de graves violations des droits de l'homme selon un communiqué du département d'État. En conséquence, ils ne sont pas autorisés à rentrer aux États-Unis. Précise donc ce communiqué, Dominique Alizio. Voilà donc le sort qui est réservé à ceux qui, durant leur mandat, refusent de respecter les droits de l'homme. Moi, si c'est ça, ça me fait sourire parce que Yaya Jammeh a tout à l'heure refusé systématiquement de voyager, d'aller en Occident. Il n'allait plus. Il y a eu des invitations pour participer à des sommets, Afrique, sommet ci, sommet ça. Il dit qu'on ne va pas. On l'interdit de ne pas aller. Je crois que dans son cas, il va juste sourire. Oui, que je vous boycottais déjà. C'est lui-même qui a demandé d'aller, il est refusé d'entrer maintenant. Non, je dis, est-ce qu'il a demandé d'aller actuellement? Non, c'est parce que peut-être qu'il a fait la... Non, il n'a jamais demandé. Il connaît les États-Unis, il sait que s'il allait là-bas, on peut lui créer tous les problèmes de ce monde. Donc, il ne peut jamais oser demander à y aller. Puisque quand il était tout puissant, président de la Gambie, il y a eu des invitations. Mais attends, prenons le cas même du sommet des sessions des Nations Unies, où il a droit, où il peut aller, quel que soit ce dont tu accuses, tu peux y aller puisque le pays est membre de l'ONU. Mais il ne va pas. Il a dit que lui ne va pas. Que lui n'a rien à foutre avec les Occidentaux. Donc aujourd'hui, si peut-être ses enfants, peut-être qui ont l'habitude peut-être d'aller, sinon lui-même personnellement, je crois qu'il va juste sourire. Mais c'est vrai que il y a eu à commettre beaucoup de cas de violation des droits de l'homme. Mais vous savez, généralement, nous avalons trop aussi ce que racontent les médias occidentaux dès qu'il y a une chute d'un président. On te couvre de tous les mots possibles. Moi, j'attends que la commission Vérité, Justice et Réconciliation, mise en place par le président Adama Barrow, puisse sortir des cas avérés ou des cas réels. Et là, mais ce que nous savons, nous savons quand même qu'il a eu envoyé ses opposants en prison. D'ailleurs, ils étaient même en prison avant qu'ils ne soient chassés du pouvoir. Donc, il y a eu également des journalistes qui ont été incarcérés à cet effet. Donc, il y a des cas quand même réels et visibles. Mais en dehors de ça, les médias nous ont aussi raconté des tas d'histoires. Bon, on ne sait pas si c'est vrai, si c'est faux, donc on attend la commission pour être sûr. Mais ce qui est clair, cette décision américaine ne fera sourire Yaya Jammeh dans son coin heureux où il vit peinard à Malabo, Justin, en Guinée équatoriale. Vous pensez que Yaya Jammeh se fiche royalement que les États-Unis lui interdisent l'entrée? Bon, Samuel, avant d'aborder le sujet, permettez-moi que je puisse quand même présenter mes condoléances aux familles des victimes de ces derniers jours, de la situation que nous vivons au Togo, et prompt rétablissement pour les blessés. Maintenant, pour ce qui concerne le cas Yaya Jammeh, moi je dis qu'aujourd'hui, il revient également à cette communauté internationale de jouer franc jeu à un moment donné. Parce qu'on ne peut pas laisser un dictateur comme Yaya Jammeh, autant d'années au pouvoir, massacrer ses populations et partir dans des conditions que nous savons, qu'aujourd'hui on l'interdit d'aller aux États-Unis. Il peut beau se poser la question de savoir qu'est-ce que j'irai chercher aux États-Unis. Parce que le gars, il n'a pas quitté son pays les mains vides. Aujourd'hui, il a tout ce qu'il faut pour vivre là où il se retrouve. Donc, aller aux États-Unis ou ne pas aller aux États-Unis, je pense que le débat n'est pas là aujourd'hui. Je pense qu'il va falloir maintenant à ce que ces Occidentaux, les puissances, puissent pleinement imposer la suprématie en matière de démocratie dans les États. Surtout dans les États jeunes, notamment ceux de l'Afrique, où ça peine le respect des droits de l'homme, la corruption, le détournement des fonds publics, tout ce qu'on connaît, et qui en réalité constitue des règles chez les Américains. Donc si tant est que l'homme est égal dans toute sa dimension, je pense qu'il faut respecter la dignité humaine partout où on se trouve sur la Terre. Il ne faut pas considérer que les Américains sont plus puissants que les Africains ou les Gambiens, et qu'à un moment donné, on peut se laisser faire quelqu'un qui est là, qui massacre ses populations, qui a tué, qui a assassiné, et qu'à un moment donné, il est parti, il n'est plus au pouvoir, maintenant on l'interdit d'asser dans un pays.
avec tout ce qu'il est. Moi, je pense que ce ne sont que des mots, ce ne sont que des faux fuyants face à la réalité que nous vivons en Afrique. Il va falloir pleinement que ces États-là puissent jouer pleinement leur rôle pour nous aider. Alors, du côté de la population gambienne et la société civile également, qui avait de tout temps dénoncé les dérives de Jammeh, cette nouvelle doit être bien accueillie aussi. Bon, bien accueillie, puisque cette nouvelle n'a aucun impact direct. Si ça avait un impact, oui, on peut dire que bon, bravo, mais ça n'a aucun impact direct parce que l'homme n'est pas demandeur pour aller dans ces pays occidentaux. Alors, quand c'est comme ça, bon, quel est l'impact, la portée de cette décision? Il n'y en a pas. Mais seulement, lorsque mon confrère dit qu'il faut que les Occidentaux interviennent, alors là, j'ai l'impression qu'ils vont nous recoloniser, puisque, au fait, nous sommes des États indépendants. Il est vrai qu'il arrive parfois des dirigeants un peu trop durs. Vous savez, prenons le cas de Kadhafi, que les Occidentaux ont tué. Et ils ne l'ont pas tué parce que, en l'accablant des énormités, juste parce qu'ils entravaient, eux, leur intérêt. Donc, Yahya Jammeh ne constituait pas une menace pour les intérêts des Occidentaux. Et je ne vois pas pourquoi tu penses qu'il devait venir s'imposer, donner des injonctions à un pays indépendant. Non, je crois qu'il revient aux Africains eux-mêmes de prendre conscience de certaines choses et de savoir, surtout aux acteurs politiques. Aujourd'hui, nous avons des organisations sous-régionales, notamment l'ONU, l'UA, la CEDEAO, et je crois dans ce dossier, la CEDEAO a joué un rôle majeur. Lorsque Yahya Jammeh refusait de partir, elle est intervenue pour lui dire: ah, monsieur, vous avez reconnu, même vous-même, que vous avez perdu. Enfin, je ne sais pas, il ne revenait pas aux États-Unis ou à la France ou, je ne sais pas, à l'Angleterre, de venir dire que bon, nous voulons, non, ou bien envoyer les militaires. Donc finalement, nous ne sommes plus indépendants. Donc je crois qu'il faut essayer de nuancer lorsque nous appelons la communauté internationale. Oui, ils ont peut-être leur mot à dire, mais ils ne peuvent pas, et à chaque fois, vouloir, parce que là où ils interviennent aussi, est-ce qu'ils font vraiment œuvre utile? En Irak, on va applaudir que les Américains sont allés chasser le dictateur Saddam Hussein, bravo, avec des milliers de morts irakiens, des milliers de djihadistes qui sont tombés dans ce pays, alors qu'en filigrane, c'était le pétrole qui était leur convoitise. Donc je crois que nous devons essayer de faire attention à ces, quand nous disons, bon, il faut que tel intervienne. Les Occidentaux, je crois qu'ils interviennent fondamentalement pour défendre leurs intérêts. Et ensuite, leur intervention n'est pas toujours très appréciée ou avec des résultats aussi en matière de droits de l'homme. Je suis en viol énormément. Vous avez vu comment aux États-Unis, des policiers qui tuent à bout portant les gens, et quand on les interpelle, on les libère. Et ça a créé des émeutes. Vous-même, vous avez vu. Si tant est que ces pays étaient vraiment respectés autant, ces droits de l'homme en question, ils ne devaient pas avoir ces gens de dérive. Mais malheureusement, quand il y a cette genre de dérive, le juge qui est censé dire le droit, en tenant compte de certaines réalités des preuves, il préfère même le libérer. Parce que, bon, tel est noir, l'autre est blanc, et bon, voilà, c'est la triste réalité. Donc, en matière de droits de l'homme, ils ne sont pas aussi champions comme on puisse l'imaginer. Juste, de toute façon, ces listes noires que les États-Unis publient, sur lesquelles se retrouvent des personnalités interdites d'entrée, c'est quand même une manière pour le pays de se dire, pour les États-Unis de dire, nous sommes des défendeurs de la liberté, des droits de l'homme et tout. C'est ce que moi je dis, on ne peut pas prétendre être défenseur d'un certain nombre de règles et qu'au même moment on laisse faire. Donc si on laisse faire, c'est parce que quelque part on donne de satisfaction. Maintenant on ne peut pas donner de satisfaction à un moment donné et après condamner, c'est ce que moi je dis. Parce que tant est qu'on est puissant, on peut imposer sa suprématie. On peut se dire voilà, que le respect de la dignité humaine est très important, le respect des droits de l'homme, c'est vraiment important, la lutte contre la corruption, la gabégie, tout ce qu'on connaît, et c'est vraiment la règle, et qu'on laisse faire dans un pays, et que la situation pourrit, et le dictateur qui est là, l'assassin qui est là, après son départ, on dit voilà, on vous met, vous et votre famille, ou l'équipe avec laquelle vous avez eu à diriger, on vous met sur une liste. Moi, je dis que ça n'a pas de sens. Donc, il faut battre le fer quand il est chaud. Donc, lorsque vous défendez une valeur, et qu'à un moment donné, ces valeurs-là sont piétinées, il revient à vous en tant que puissance, parce que vous estimez être au-dessus. Ce n'est pas une question de noir ou de... C'est parce qu'il y a des intérêts. On sait que le monde aujourd'hui, c'est le capitalisme, c'est l'intérêt. Maintenant, au-delà du fait qu'on défend une valeur,
et qu'on laisse faire, c'est là où c'est ce que moi je ne comprends pas. Parce que il y a une chose qui peut se passer aujourd'hui, allègrement au Togo. Ce qui n'est pas possible aux États-Unis, qui n'est pas possible en France ou en Allemagne. Mais pourquoi on laisse faire au Togo et dans les autres pays où on laisse faire en Gambie, on ne peut pas agir et dire basta, stopper. Et qu'après, on laisse faire et puis bon, on dit on met les gens sur une liste. C'est ce que moi je ne comprends pas. Donc je pense que si on veut imposer la démocratie, le respect de la dignité aux États, il va falloir également ceux-là qui sont aujourd'hui les gendarmes du monde, qu'on le veuille ou non. Dominique en parle, l'Amérique joue sur les intérêts. La France joue sur les intérêts. Et ils sont des gendarmes un peu partout. Maintenant, s'il faut respecter toutes ces règles-là, moi je pense qu'il y a des valeurs sur lesquelles il ne faut pas bardiner, il faut respecter la dignité humaine et ne pas attendre que la situation soit pourrie avant de pouvoir agir et mettre quelqu'un sur une liste noire ou sur une liste bleue. Oui, mais moi c'est ce que notre confrère nous dise. Qu'est-ce qu'il voulait que les États-Unis fassent avant qu'ils envoient ces militaires, les GIs ou les Rangers, aller dénicher Yaya Jammeh ou aller le prendre, le fesser devant sa population. Qu'est-ce qui est faisable? C'est juste peut-être la condamnation. Maintenant, je te dis que pour voir les Américains intervenir là-bas, là, c'est qu'ils ont des enjeux, des intérêts énormes à défendre. Et quand ils viennent, ce n'est pas seulement enlever le dictateur en question, non. Ils viennent et s'accrochent à ses intérêts et finalement, eux-mêmes participent à la violation des droits de l'homme. J'ai donné le cas de l'Irak tout à l'heure. Avant que les Américains, les militaires américains ne quittent l'Irak, mais nous avons vu les documents circulaient. Combien les militaires américains ont violé, torturé, tué les Irakiens. Vous avez vu? Or, autour de tout ça là, tournaient leurs intérêts. Alors c'est pour dire que, c'est vrai, ils jouent aux gendarmes du monde, mais de l'autre côté, ils ne sont pas aussi impartials qu'on puisse l'imaginer. Et ils sont guidés par les intérêts que Yaya Jammeh, les États-Unis n'avaient aucun intérêt tellement terrible en Gambie, en voulant envoyer ses militaires et aller le dénicher, le sortir de là, ou aller le liquider. Et donc, dire que bon, ils auraient pu intervenir au lieu de... Moi, je dis qu'ils n'avaient aucune marge de manœuvre, ou bien ils n'avaient rien, ils n'avaient pas d'enjeu à se lancer dans une histoire, dans une aventure gagnée. Et Gambia, bon, quand il dit il tue sa population, bon, je ne sais pas si on a déjà découvert des charniers. Bon, je n'en sais rien, mais ce qu'il y a, c'est que en tout temps, il y avait un coup d'État, et ceux qui ont été arrêtés à cet effet, beaucoup ont été tués, ça, nous le savons, mais pas aussi en masse comme tu tentes de le présenter. Mais ce n'est pas pour autant, je dis qu'il n'a rien fait. Rien fait, d'accord. Okay. L'histoire de Yaya Jammeh, de règne de Yaya Jammeh, je pense que si on veut en parler, on ne va pas continuer, on ne va pas finir cette émission. Donc je ne vais pas rentrer sur ce débat. Qui est Yaya Jammeh, tout le monde le connaît. On sait, on a lu sur Yaya Jammeh, on a vu comment est-ce que Yaya Jammeh a dirigé la Gambie d'une main de fer. Et Yaya Jammeh, c'est pas un homme exemplaire à copier en Afrique. Donc je dis, le cas Yaya Jammeh, c'est un cas parmi tant d'autres. Il y a plusieurs Yaya Jammeh en Afrique. Donc si on veut on attend et que des prédateurs qui se disent chefs d'État en Afrique tuent leur population et que c'est après on dit voilà, on vous met sur une liste noire, moi je dis que c'est du non-sens. C'est ce que moi je dis. On aurait pu faire quoi avant? C'est ce que tu ne nous dis pas. On va passer au Nigeria maintenant. On va dire deux mots là-dessus. Au Nigeria, un pacte a été signé entre les différents candidats aux élections pour des élections pacifiques en 2019. Le principal adversaire à Mamadou Buhari a également signé donc ce pacte. Il a écrit sur son compte Twitter, je cite, « J'ai apposé ma signature à l'accord de paix. » Le PDP, dont il est le candidat, avait déclaré la veille que l'absence de son candidat était due à un défaut de communication. Dominique Alizou, c'est vrai que ce n'est pas la première fois qu'un tel document est signé, mais les élections au Nigeria sont toujours accompagnées de mordants. Je crois que hier, vous avez dit quelque chose sur votre plateau ici, quand vous disiez que lors de l'élection de 2015, il y a eu près de 80 morts. Et au Togo, il n'y a aucun mort, mais on dit que là, c'est une bonne élection parce que, en fait, c'est ça. La triste réalité au Nigeria, à chaque fois qu'il y a des élections, surtout présidentielles, il y a toujours, ça se sort toujours pas, des milliers, parfois des centaines de morts. Donc je crois que... En 2011, il y a eu 1000 morts. Justement.
Donc je crois qu'aujourd'hui, et contrairement à certains pays comme le Togo, depuis les événements malheureux de 2005 et jusqu'à nos jours, tout se passe bien, malgré que les oiseaux de mauvais augure à chaque élection annoncent, des pasteurs, des charlatans, tout le monde annonce, l'hécatombe, la catastrophe, le sang va couler, mais au finish, Dieu étant bon, Dieu étant togolais, on fait tout pour que toutes ces prédications n'aboutissent à rien. Donc aujourd'hui, au niveau du Nigeria, ils doivent œuvrer vraiment pour éviter que des élections se soldent toujours par des morts d'hommes. Et parce que tu sais, quand une seule personne, un seul Nigérien qui tombe, ce n'est pas une bonne chose. Et que si ils pouvaient vraiment respecter, parce que au Nigeria, les velléités du pouvoir sont tellement très accentuées, basées sur des clivages religieux, ethniques, et vraiment, c'est toute une situation un peu très complexe au Nigeria. Et donc, je crois que si les acteurs peuvent jouer vraiment franc jeu, et pour que vraiment ces élections se déroulent sans que au moins ça se déroule comme au Togo, ne serait-ce que ça. Donc je crois que nous allons tous applaudir. Et je crois que c'est la voie recherchée en signant ce pacte. Et je crois que tous les candidats doivent œuvrer à cet effet. Justin Nani, il appartient, c'est pas simplement le document qui va créer le miracle, il appartient aux concernés de vrai pour que les élections soient pacifiques. Oui, il faut quand même relever que le Nigeria, c'est pas un petit pays. Et quand vous remontez même dans l'histoire de ce pays, vous comprendrez que c'est un pays qui est constitué de plein de communautés. Et en dehors de ça aussi, c'est un pays où la religion, enfin les diverses religions se sont implantées. Donc en dehors de la guerre des communautés, que ce soit les Ibo, vous vous rappelez également de la guerre civile entre les sécessionnistes, notamment de la guerre de Biafra. Avec tout ce qu'on a connu, c'est un pal de l'indépendance, de l'autodétermination. Et de l'autre côté, il y a aussi les Haoussa, les Yoruba. Je pense que c'est toute une communauté qui est tellement mélangée. Et en dehors de ça s'ajoute aussi la guerre de religion. Maintenant, les politiques ont compris à un moment donné qu'au-delà de tout ce qu'on a connu dans ce pays, qui était hautement militaire, parce que les coups d'État, c'est pratiquement chaque trimestre ou pratiquement chaque année, on en a connu. Maintenant, si à un moment donné, ce pays s'est donné la main et a accepté de faire la démocratie avec la règle du jeu, je pense que même si ce n'est pas l'une des meilleures démocraties en Afrique, le Nigeria fait aujourd'hui des efforts contre la corruption, contre le respect des droits de l'homme, même si ce pays aujourd'hui est talonné ou est bousculé. Et donc, pas tout ce que nous connaissons au niveau de Boko terrorisme, Boko Haram. Donc je dis que les acteurs à un moment donné ont compris. Vous venez de citer les élections précédentes, voilà, 2011 et 2015. Et bien vrai, il y a eu des contestations, c'est parce qu'entre les communautés, le courant ne passait pas. Et ce sont les communautés qui se sont entretuées. Et au niveau également de la religion, il y a certains qui sont les musulmans, et il y a d'autres qui sont les catholiques, les chrétiens, et ainsi de suite. Ça fait que ça a bouleversé. Maintenant, à un moment donné, les gouvernants ont compris qu'au-delà du fait qu'on pense au développement de ce pays, le Nigeria, il faut quand même tenir compte d'un certain nombre d'éléments qui sont des éléments fondamentaux pour la bonne gouvernance, pour le bien-être des hommes. Donc, si un pacte suppose quoi? Au niveau des acteurs politiques, chaque parti, au niveau de son camp, doit quand même aller sensibiliser les communautés et faire en sorte qu'au-delà de tout ce qu'on peut avoir comme résultat au cours des élections, pour qu'il n'y ait pas mort d'homme, pour qu'il n'y ait pas de violence. Je pense que c'est une très bonne initiative et sur la base de ces éléments-là, je pense que progressivement, le Nigeria, déjà qui connaît l'alternance politique, le Nigeria n'est pas le Togo. Donc qui connaît l'alternance politique, progressivement, ce pays va montrer encore de bons exemples sur le continent. J'ai l'impression que quand il y a l'alternance, même il y a mort d'homme, on doit applaudir.